Oui, on va reprendre pour notre dernière table ronde de la journée, s'il vous plaît. Ça marche bien en général. Bonjour à tous, on va reprendre pour la dernière table ronde de la journée. Alors comme on a entendu déjà beaucoup de choses, je prends le parti, puisque j'ai le pouvoir, puisqu'on me donne la parole. Je prends le parti de tout de suite passer la parole à mes collègues, puisque le thème de cette table ronde était construire un récit scientifique et penser une muséographie. Et je pense que c'est surtout à partir des exemples qu'on va réussir à penser ces questions. Et puis je pense aussi qu'il y a pas mal de choses que les collègues vont nous transmettre qui vont faire des échos avec ce qu'on a pu entendre toute la journée et pas forcément avoir eu le temps de discuter. Donc on est aussi preneur, en tout cas moi en tant que modératrice de cette table ronde, je suis aussi preneuse de vos retours, donc j'espère que vous aurez plein de questions à poser. Je vais tout de suite passer la parole à Julia Ferloni, dont la prise de parole ne va pas se faire toute seule, puisqu'en fait... Je suis deux. Non, c'est pour expliquer aussi dans le dispositif, l'idée était qu'elle ne parle pas toute seule de l'exposition Barvalo qu'elle va vous présenter, puisqu'il y avait un enjeu de donner la parole justement à des personnes concernées, comme on a l'habitude de dire, et c'est peut-être un terme qu'on pourra discuter. Et donc en fait, si Julia Ferloni est ici toute seule devant nous aujourd'hui, c'était un peu contre... Enfin voilà, on voulait absolument, c'était à l'insu de notre plein gré. Et donc, au cours de son intervention, il y aura aussi une courte intervention de Anna Mirga Krutzelnicka, qui est directrice adjointe de l'ERIAC, une association basée à Berlin, qui va prendre la parole voilà, pour, dans le dispositif... dans notre dispositif de table ronde, rendre compte aussi de cette coprise de parole et de la question de la circulation justement des paroles d'experts et qu'est-ce qu'une parole d'expert. Je pense que ce sera une des questions. Donc, Julia, je te passe la parole. Merci Coralie et merci pour cette invitation de manière plus générale. Donc je suis ici aujourd'hui avec une Anna virtuelle pour vous parler d'un cas pratique qui est celui de l'exposition Barvalo qu'on a présentée au MUSEM il y a presque un an maintenant, joyeux anniversaire, qui a fermé il y a à peu près 6 mois. Alors attendez, je vais faire avancer le... Voilà. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu voir cette expo, c'est dommage. Donc c'était une expo... C'est une exposition qui s'intéressait aux populations roms, sinti, manouches, gitans, voyageurs, qu'on appelle encore aujourd'hui tziganes, mais qui, eux, récusent cette appellation pour lui préférer l'appellation de Roumanie. Et donc, cette exposition, alors on a été super contents. On a eu plus de 100 000 visiteurs. On a eu le prix de la meilleure exposition du magazine Historia, tout ça cadeau. Donc, c'était une exposition qui était co-conçue, comme je vais le développer dans un instant, et qui était, pour que vous en ayez un petit aperçu avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur les questions d'expertise et de discours scientifique, qui était conçue en 3 principales parties. Je vous ai mis quelques photos pour ceux d'entre vous qui regrettent maintenant profondément de ne pas l'avoir vue à Marseille puissent se rendre compte de ce qu'ils ont loupé. Donc cette exposition, elle s'ouvrait par la parole de 4 guides, Johanna Rubio, Slavka Radonez, Dylan Schutz et Sylvie Debar, qui accompagnaient les visiteurs tout au long du parcours d'expo. Ils sont tous les 4 issus des principales communautés romanies qui vivent en France. Et en fait, l'idée, c'était que ils transmettent un témoignage personnel sur une histoire qui est beaucoup plus macro, l'histoire des cultures romanies en Europe et malheureusement aussi l'histoire de l'anti-tziganisme. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus sur la photo, c'est parce que vous avez des bons yeux, ou alors il va falloir retourner chez l'ophtalmo faire des tests, mais l'exposition était trilingue, français, anglais et romani, parce que c'est une exposition qui avait pour but de faire tomber un certain nombre de préjugés. Notre objectif, c'était que le visiteur, en sortant de l'expo, se dise « dis donc, j'avais des préjugés, je ne m'en rendais pas compte, maintenant je vais considérer toutes ces questions-là d'un regard nouveau », et l'un des préjugés étant que les cultures romanies sont des cultures orales,
orale, notamment sans littérature, sans écrit, ce qui est faux. Il y a une langue romanie qui est écrite. Ces guides donc, nous accompagnaient tout au long de l'exposition. La première partie, elle portait sur un millénaire d'histoire des populations romanies en Europe, qui est malheureusement aussi un millénaire d'anti-tsiganisme, mais on verra tout à l'heure que ce qui était important, c'était pas de montrer qu'un point de vue victimaire de cette histoire. La deuxième partie, qui était introduite par une espèce de couloir un peu oppressant, elle montrait une espèce de récit fictif, un contre-récit finalement, qui était le musée du Gadjo. Qu'est-ce que c'est que le musée du Gadjo? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Gadjo? Un Gadjo, c'est un non-romani. C'est donc quelqu'un qui n'appartient pas aux différentes communautés. Et l'idée, c'était de tendre un miroir aux visiteurs, en étant aussi autocritique sur la responsabilité que les musées, notamment les musées d'ethno, par exemple dans les années 30, pouvaient porter comme discours essentialisant sur une culture, pas spécifiquement en Roumanie, mais les cultures de manière générale, en disant alors ça c'est la culture polynésienne, en voyant un mannequin avec un collier de fleurs et puis une canne à pêche à la main près d'un canoë. Donc c'était l'idée de ce musée du Gadjo, avec donc le discours vraiment d'un musée, quoi, en mode diorama, avec des vitrines évolutionnistes, etc. Et puis une dernière partie qui reprenait le titre de l'expo, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Barvalo, c'est un adjectif qui veut dire riche et fier en Roumanie, et donc c'était une galerie de fierté. Une galerie de portraits qui présentait une cinquantaine de personnalités romanies, toujours actives ou décédées, et qui montrait les contributions de toutes ces personnalités à notre diversité, à notre richesse culturelle en Europe. Bon, là, j'ai déjà épuisé mon temps de parole, c'est ça, et il me reste encore 4 slides. Merci pour cette intervention passionnante. La manière dont on a conçu l'exposition, donc je vous l'ai dit, c'est en co-création. En fait, on est 19 à avoir apporté chacun de nous-mêmes dans cette expo. On est 19, mais avec un module en fait à 2 étages, à savoir une équipe curatoriale qui a transcrit en langage muséo tout ce que disait l'autre étage de la fusée. Donc cette équipe curatoriale a été composée de 5 personnes, donc 3 venant du MUSEM, donc Françoise d'Allemagne, Alina Maggiore et moi-même, et puis 2 commissaires extérieurs au musée, qui sont donc Anna, que vous verrez tout à l'heure, Mirga Kruselnica, qui est la directrice adjointe du European Roma Institute for Arts and Culture, qui est donc basée à Berlin, comme l'a dit Coralie tout à l'heure, et puis Jonas Steinberg, qui est anthropologue et qui, à l'époque, était directeur du département des Global Studies à l'université du Vermont. Si vous le cherchez aujourd'hui, il est en Caroline du Sud, donc pas la peine d'aller dans le Vermont. Enfin, vous pouvez y aller, mais pas pour Arjona. Donc je vous ai dit, on a traduit ce que nous ont raconté nos 14 experts et expertes. Donc on a créé un comité qui a choisi le nom de comité d'experts et d'expertes. Donc 14 personnes. Vous voyez les portraits ici et qu'on remercie énormément parce qu'ils ont travaillé avec nous pendant 4 ans. Pour réaliser ce projet. Et 14 personnes qui avaient des univers complètement différents. Donc déjà, on n'avait pas tous la même nationalité. On était de tous les coins de l'Europe, et même pas forcément de l'Europe, parce que Yaria, lui, est syrien, par exemple. On ne parlait pas tous la même langue non plus. Et puis, surtout, je dis on parce qu'en fait, même si on était à 2 étages, finalement, on a toujours travaillé collectivement. On n'avait pas tous les mêmes objectifs et on n'avait pas tous le même niveau d'expertise. Si on se base sur un commissariat classique d'exposition avec un conseil scientifique, quand on pense conseil scientifique, on pense « Non, n'avance pas !» Pardon. J'ai rien fait. Non, je sais que c'est pas toi, je parle à la machine. Non, je ne me serais pas permis, Coralie, pardon. Donc on pense conseil scientifique issu de gens issus d'un milieu académique ou de musée. Nous, on s'est dit, ok, on va avoir des personnes issues de ce milieu académique, mais on va aussi avoir des connaissances et une expertise située au sens donné par Donna Haraway, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas allées plus loin que le brevet, par exemple, dans leur parcours scolaire, mais qui, en revanche, ont tellement de choses à dire sur leur propre expérience. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'à la fin, on a tous fini militants, quoi. Moi, j'y connaissais rien il y a 7 ans quand j'ai commencé le projet. Aujourd'hui, Romani Power. Donc, avant d'aller plus loin, c'était hyper important que je ne sois pas toute seule à parler de ce projet. Il y a Anna qui va vous dire un petit mot. Traduite, merci Coralie, voilà, parce que Coralie s'est dit que vous dormiriez tous en fin de journée et qu'il fallait vous traduire en français, sous-titré. Donc, elle est vraiment attentionnée. Merci Coralie. Good morning. My name is Anna Mirga Kruszelnicka and I'm the Deputy Director of the European Roma Institute for Arts and Culture, ERIAC. I am also the co-curator of Barvalo.
We are proud to be part of this initiative and we consider it groundbreaking. There have been very many exhibitions that engaged with Roma as the subject. However, very many of them have been problematic in terms of content, but also in terms of the process. And this is why we believe that the Barvalo exhibition with Musem actually opens a new chapter in the ways in which museums engage with Roma. The participatory approach and participatory methodology we have developed is innovative. The way we engage with history is fresh and critical. And the very fact that you have a Roma curator that works with Musem to develop the exhibition is very essential and important indeed. We believe that this Barvalo exhibition can rewrite museum protocols, not only in Musem, but also in museums all around Europe. This positions Musem at the forefront of the new and more ethical approach. And we see this as an example that will inspire many other institutions around the world. We are grateful for the openness and the... Ah, ça devenait intéressant, c'est dommage. Non, parce qu'elle allait me féliciter, me remercier. Enfin, ben voilà, non mais... Ouais, non, je sais, c'est de la censure. Et ben voilà, on parlait de censure. Mais... Je suis désolée, je crois que la fin de la vidéo n'y est pas. Ah bon. Je vérifie, mais... Bon, bah, elle est contente du processus de réflexion critique avec lequel nous avons travaillé. Bon, voilà. Du coup, reprendre le titre de la slide qui était finalement la fin. Donc, je me fais la porte-voix d'Anna Mirga Kruselnicka qui expliquait la fierté et la diligence et l'implication de l'ensemble des personnels du Musem, qui citait Julia, non, c'est bon, tu peux pas Julia et Françoise d'Allemagne, et qui, à la fin, prononce cette phrase « We believe that we are making history together », et qui, à mon sens, c'était une phrase très importante. C'est vrai, elle est très importante. Donc voilà, ça, comme je vous l'ai dit, ça semblait important de ne pas être toute seule à en parler. Alors, vous l'avez compris, on avait tous des horizons différents. Certaines personnes n'avaient jamais mis les pieds dans un musée avant de faire ce projet. Donc il a fallu qu'on crée un préalable pour qu'on arrive à traiter ensemble de sujets aussi sensibles que qu'est-ce que c'est que d'être d'origine romanie aujourd'hui en France et en Europe, et comment déconstruire finalement des rapports d'oppression et de représentation de l'antiziganisme qui nous environnent au quotidien, et ça depuis un millénaire. Donc il a fallu qu'on construise un vocabulaire commun, qu'on essaye de faire table rase aussi des rapports de domination, parce que vous imaginez bien que ceux de nos experts qui n'étaient pas d'origine romanie se sentaient moins légitimes que ceux qui étaient d'origine romanie, que ceux qui étaient d'origine romanie, qui n'avaient pas fait d'études, ils se sentaient vachement moins légitimes que ceux qui avaient un doctorat et qui enseignaient à l'université. Enfin bref, donc il a fallu qu'on travaille en intelligence collective, en se formant exprès pour arriver à donner la parole à tout le monde. Donc on a fait 17 séminaires, puis webinaires, merci le Covid, pour travailler ensemble sur ce qu'on voulait voir dans l'exposition et aussi ce qu'on ne voulait pas voir dans l'exposition. Et la question de la liste d'œuvres et des objets donc qu'on voulait montrer ou pas, elle a été cruciale. On a passé notamment tout un séminaire entier établi avec l'équipe curatoriale, et elle a déroulé avec tout notre comité d'experts et d'expertes pour dire ça, est-ce qu'on montre ? Ça, est-ce qu'on ne montre pas ? Si on montre, comment ? Si on ne montre pas, est-ce qu'on est tous d'accord pour ne pas montrer ? Vous pensez bien qu'on n'a jamais eu de consensus. Ça serait trop simple. Mais on a essayé de prendre en compte la parole de tout le monde pour arriver à montrer des images il y avait des revendications de nos experts et expertes qui disaient, par exemple, on ne veut pas être représenté que comme des victimes, on a aussi des résistants, on s'est aussi impliqué dans les guerres dans nos pays, et on a résisté, on a sauvé d'autres personnes que ceux de notre communauté. On en a assez de voir des fausses images misérabilistes que les médias, mais aussi les musées ont tendance à représenter de nous. De facto, on ne veut plus voir d'images de bidonville, on ne veut pas voir d'images de femmes les seins à l'air en train d'allaiter un enfant. On ne veut pas avoir d'images de voleurs, bref, tout un tas d'images qu'on ne pouvait pas représenter ou qu'ils ne souhaitaient pas représenter. À ce moment-là, je tiens à le préciser, parce que c'était un peu un des sujets de ce matin sur les questions d'autocensure. Moi, j'ai jamais vécu ça comme de l'autocensure ou de la censure exprimée par nos experts et expertes, mais on était plutôt dans une dynamique de réparation
de l'image des populations romanies dans les musées, et donc ça nous semblait plutôt un travail éthique plus qu'un travail avec des ciseaux pour découper ce qu'il fallait enlever. Alors, on a plusieurs... voilà, c'est question de qu'est-ce qu'on va montrer et comment on va le montrer. On se l'est posé à chaque étape du parcours de l'expo, mais comme on n'avait pas beaucoup de temps et que j'ai déjà vachement dépassé mon temps de parole, je vais juste citer 2 exemples. Le premier, qui est celui de droite, alors c'est pas la meilleure photo que j'ai, mais bon voilà, c'est celle de l'image qui est un stéréotype qui a fondé vraiment la manière dont on se représente depuis au moins le XVIIe siècle, les populations romanies. C'est la série de gravures de Jacques Callot, Les Bohémiens. On voit qui sont représentés en fait comme des personnages errants, et qui font d'ailleurs un gros amalgame, parce que ce ne sont pas des gens d'origine romanie stricto sensu, c'est juste des troupes errantes qui se baladent en Europe pendant la guerre de 30 ans, avec des femmes pieds nus, des gens en haillons, des enfants au sein, etc. Et donc c'est une image qu'on ne veut pas voir, mais en même temps qui a créé un stéréotype. Donc comment est-ce qu'on peut parler de ça dans l'exposition sans réactiver du racisme? Il se trouvait qu'on avait la chance, l'artiste polonaise Małgorzata Mirgatas, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est devenue une star de l'art contemporain. Elle a d'ailleurs représenté la Pologne, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la Biennale de Venise. En 2022, c'était elle qui représentait son pays, la Pologne. Et Małgorzata, elle a travaillé justement sur ces gravures de Callot pour en faire des grands patchwork, sa technique de prédilection, dans lesquels elle reprend exactement les gravures ou des parties de la gravure pour les magnifier, pour donner un autre narratif, cette fois-ci d'un point de vue romani. Et dans la manière dont c'était présenté dans l'exposition et muséographiée, en fait, vous passiez l'introduction et vous arriviez dans cet espace sur l'histoire ancienne des populations romanies en Europe, et en fait, vous tombiez directement sur cette grande œuvre de Małgorzata, et en fait, les gravures de Callot, elles étaient dans un petit coin à droite, toutes petites, en plus les 4 gravures, donc franchement elles ne faisaient pas le poids, donc on les a neutralisées en fait dans l'espace par, en les confrontant à cette image majestueuse donnée par Małgorzata Mirgatas. Deuxième exemple, comment parler de l'antiziganisme aujourd'hui sans le réactiver. Donc on avait cette espèce de couloir qu'on voulait oppressant, qui entourait le visiteur et qui devait lui faire prendre conscience que partout autour de lui, il y a de l'antiziganisme, et il s'en rend même plus compte. Que ce soit par des objets, vous voyez au plafond, il y a des panneaux d'interdiction de stationner pour les voyageurs. Au fond, il y avait des masques, des costumes de carnaval roumains, on se moque des femmes tziganes, avec des blackface, etc. On avait aussi des dictionnaires ouverts, français, turcs, qui montraient la définition de tzigane comme étant synonyme de voleur, par exemple, ou des santons de crèche avec le personnage du Bougnan avec son couteau à la main. Et puis, on voulait aussi montrer que cette violence raciste, elle était présente partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Mais on s'est assez vite rendu compte que si on mettait des extraits de tweets, par exemple, d'hommes et de femmes politiques, RN ou de Viktor Orban ou d'autres personnes aussi sympathiques, en fait, on donnait du crédit à cet antiziganisme, on le renforçait, puisque c'était avec ces mots-là, finalement, que les visiteurs sortaient de ce corridor de l'antiziganisme ordinaire. Donc on a décidé, enfin je vous dis, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps, on a décidé finalement qu'on ne mettrait que des éléments qui condamneraient ces propos. Par exemple, on n'avait pas... Le Pen a dit les Roms c'est comme les oiseaux, ils volent. On a mis Le Pen a été condamné pour les propos qu'il a tenus sur les Roms c'est comme les oiseaux, ils volent. Et puis aussi en rappelant la loi qui punit les propos racistes ou contre le genre des personnes, enfin toute forme de discrimination. Pour ce qui était des tweets, on a eu du mal à en trouver qui étaient positifs. Je ne vous cache pas que c'était, tout ce qui était sur les réseaux sociaux, c'était plutôt de la haine. Donc on s'est cantonné à de la presse. Donc voilà un petit aperçu sur ce qui a motivé un nouveau type de représentation, tout en ayant conscience qu'à chaque fois qu'on montrait quelque chose, potentiellement on réactivait du racisme, et que donc on avait une responsabilité aussi dans la manière dont on montrait les choses, même si on était plein de bonnes intentions. Voilà, merci.
Merci beaucoup Julia Ferloni. Je vais passer la parole à Philippe Barba, qui est conseiller d'État, ancien directeur de l'INP, conservateur des archives, avant tout, en premier, directeur de cette préfiguration d'une maison du dessin de presse. Et donc, il va nous parler d'une toute autre expérience, puisque comme nous, au Musée mémorial du terrorisme, ils sont en pleine conception de leur parcours de visite, leur parcours permanent. Et il va peut-être aussi nous éclairer en quoi ces objets sont sensibles et comment, par quelle méthodologie ils les appréhendent dans cette conception d'une muséographie. Merci beaucoup, Coralie. Alors, effectivement, la différence par rapport à ce que Julia vient de présenter, et je pense que Laurent évoquera aussi, c'est que nous, en tout cas, on est en cours de construction de cette muséographie et de cette scénographie de la future maison du dessin de presse. Et donc, on est placé dans la même situation que nos amis du Musée mémorial du terrorisme, et nous travaillons beaucoup ensemble. C'est toujours un grand plaisir de se soutenir mutuellement dans ces projets qui ne sont pas faciles, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Alors, j'ai été vraiment passionné par les propos qui ont été tenus depuis ce matin, et je trouvais plein d'échos, en fait, y compris dans ce que vient de dire Julia à l'instant, des problématiques auxquelles nous-mêmes nous sommes confrontés. Et au fond, pour essayer de vous présenter en quelques mots les enjeux de cet discours scientifique et de cette muséographie au sein de cette future maison du dessin de presse, je pense qu'une des singularités de ce lieu, c'est qu'on est dans un projet qui est très politique. Il a une dimension culturelle, mais ce projet n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu une volonté de l'État de répondre à ce qui s'est passé le 7 janvier 2015 et à l'attentat contre Charlie Hebdo. Il y avait déjà eu auparavant des projets de maison du dessin de presse en France, mais aucun n'avait abouti. Et on sent bien que quand on a la responsabilité de porter ce projet, l'écho du 7 janvier, de la manifestation du 11 janvier 2015 qui a suivi, sont toujours présents. Nous faisons une institution particulière qui n'est pas muséale, il n'y aura pas de collection, mais qui n'est même pas uniquement culturelle. C'est aussi un geste civique, éducatif, démocratique, je dirais, d'affirmation dans l'espace public d'une certaine conception de la démocratie, d'une certaine conception du débat public que les pouvoirs politiques ont voulu. C'est un projet, c'est un point commun aussi avec le Musée mémorial du terrorisme qui a fait l'objet de 2 annonces de la part du président de la République en 2020 et en 2022. Il y avait dans ce projet un portage de la profession et notamment, bien entendu, de la veuve de Georges Wolinski, Maryse Wolinski, à qui il faut toujours rendre hommage quand on parle de ce sujet, mais il a fallu cette décision politique d'endosser ce projet, d'en faire un projet de l'État, d'en faire un projet public pour que tout cela avance. Donc cet objet qui est presque, on pourrait dire, une forme de temple, si on était dans une cité antique ou qui occuperait peut-être presque ce rôle de temple, d'espace démocratique très, très affirmé, il se heurte cependant à une réalité, et c'est là où le projet commence à devenir intéressant et stimulant, c'est qu'évidemment, le dessin de presse est une matière extraordinairement diverse et qui touche, je dirais, pour reprendre des catégories bien familières à beaucoup d'entre vous, à la fois à l'apollinien, à des dessins de presse qui se font dans des contextes où on veut porter un message démocratique, un message de débat public, où on veut dénoncer les dictatures, toutes les violences que nous avons mentionnées, le racisme, etc. Mais le dessin de presse, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça dans la forme et ça n'est pas que ça dans le fond. Et je vais donc vous présenter 5 dessins, je crois, que j'ai proposés à Coralie. Et ce sont des dessins qui vont illustrer cette dimension fondamentalement transgressive aussi du dessin de presse, dont je crois il faut parler. Alors j'ai choisi 5 dessins anciens pour montrer, c'est presque un peu, ça paraîtra comme une évidence à beaucoup d'entre vous, mais que ce caractère provocateur du dessin de presse,
Il ne commence pas dans une époque des années 60 avec l'apparition de la contre-culture, avec Charlie Hebdo, etc., mais que ça existe depuis très longtemps. Je vois Véronique Carpio, Félicien Rops, lui, faisait déjà des dessins, des caricatures transgressives il y a bien longtemps. Donc ici, vous avez un dessin qui date de 1791, qui est un dessin donc anti-religieux, où on voit un révolutionnaire qui souille un bref du pape, donc avec cette dimension scatologique très, très affirmée. Mais le dessin de presse, c'est aussi la représentation de la violence. C'est un magnifique dessin là, qu'on voit de Steinlen, qui date de la fin du XIXe siècle, où on voit justement cette violence coloniale, puisqu'il y a toute une tradition d'anarchisme, et on pourrait dire, pour dire les choses clairement, d'anarchisme de gauche dans le dessin de presse, et en particulier à cette période de l'histoire, et où donc on voit cette représentation, mais qui est aussi, vous le voyez, une représentation extrêmement violente des méfaits, on pourrait dire, du colonialisme. Cette troisième image, alors ça touche à la sexualité. C'est une image, je trouve, extrêmement forte, saisissante, qui n'est pas facile, je dois dire, à présenter aujourd'hui. Ce dessin de Poulbeau, qui date du début du XXe siècle, est un dessin aussi très intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on voit cette image, on est beaucoup à être très perturbé. Je repense à l'intervention de François Quintin ce matin et à tout ce qu'on a dit depuis le début sur l'effet du temps. Et juste une petite chose pour vous dire que ce dessin, déjà à l'époque, il avait choqué, mais il avait choqué cet homme politique français qui était surnommé le père la pudeur, qui s'appelait le sénateur Béranger, et qui avait fait un procès déjà à Poulbeau pour cette représentation qui était jugée comme pornographique. Et d'ailleurs, à l'époque, le juge déjà avait rejeté la requête du sénateur Béranger et de ses proches qui voulaient faire condamner Poulbeau et faire saisir le journal qui avait publié cette image. L'antisémitisme et le racisme, bon, la libre parole de Drummond, vous voyez cette image qui se passe de commentaires, ces traits évidemment caricaturaux sont familiers à nous toutes et à nous tous. Donc ça aussi, c'est le dessin de presse. Oui, c'est ça. Et puis l'anticléricalisme, le défi contre les religions qu'on voit ici représenté. Et le point commun de toutes ces images, c'est que nous projetons de les faire figurer dans les murs de la maison du dessin de presse, dans le cadre du parcours permanent, puisque nous allons consacrer dans ce lieu un parcours permanent à l'histoire des dessins de presse depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Et donc tout ça pour vous montrer qu'en réalité, derrière une matière qu'on peut associer à une forme de dérision, d'humour, etc., la transgression est bien là. Et j'ai pris des images relativement anciennes. Il y a évidemment des images plus récentes qui sont tout aussi porteuses d'une dimension extrêmement transgressive et choquante pour une partie du public. Donc nous voilà face à ce paradoxe fondateur, je dirais, de la réflexion qui nous anime dans le cadre du parcours scientifique et de la muséographie, c'est d'être confronté à une matière à laquelle on veut faire jouer un rôle civique absolument éminent et nécessaire, mais qui par ailleurs, par elle-même, par son côté transgressif, nihiliste, échappe d'une certaine manière au rôle qu'on voudrait lui faire jouer aujourd'hui dans le cadre d'une institution comme celle dont nous nous occupons. Donc, en quelques mots, et je vais m'en tenir là pour cette première présentation, quelles sont les parties que nous sommes en train de retenir? Donc, je ne peux pas, comme Julia, montrer les magnifiques images de l'expo Barvalo, mais en tout cas, on y travaille avec nos scénographes qui sont représentés dans la salle, on y travaille en ce moment. Donc, l'idée fondamentale, c'est, pour ce parcours permanent sur l'histoire du dessin de presse, c'est de se reposer sur l'histoire, qui est une manière de mettre à distance, de s'appuyer sur une discipline qui a une manière d'approcher le réel éprouvé, extrêmement solide, de manière à ce que le spectateur et le visiteur puissent percevoir que nous ne recherchons pas une adhésion de sa part à tout ce qui est montré. Il s'agit d'expliquer dans une perspective historique,
de montrer notamment, comme je le disais à l'instant, que cette dimension de transgression et de provocation qu'on a imputée à Charlie Hebdo et aux dessins contemporains, et notamment aux caricatures de Mahomet, j'y reviendrai d'un mot, elle s'inscrit dans une tradition, d'un langage, d'une forme d'expression qui joue avec la provocation, qui joue avec la transgression. Et donc le but n'est pas que les visiteurs qui viendront à la maison du dessin de presse ressortent de là en disant « bravo, tout ça c'est formidable, les dessins antisémites de la libre parole c'est formidable, etc. » Non, le but c'est de leur faire comprendre que tout ça se situe dans une histoire, que tout ça se situe dans un contexte, dans les contextes successifs d'une époque, et de voir comment cette matière, elle a évolué dans le temps. Nous choisirons aussi dans ce lieu d'être dans une forme de sérieux et de gravité parce qu'il y a eu l'attentat du 7 janvier 2015, parce qu'on parle effectivement de beaucoup de souffrances et de personnes qui sont mortes dans ce contexte terrible que l'on connaît. Et je dis ça aussi parce que ce que nous aurions pu être tentés de faire, c'est de faire un musée de la rigolade, en quelque sorte, ou un parcours permanent de la rigolade, en jouant sur justement toute cette dimension de dérision, etc. Ça n'est pas le parti que nous retenons non plus. Je crois que dans l'objet que nous voulons créer, il y a une forte dimension aussi didactique, je le disais tout à l'heure, de participer au débat démocratique, notamment pour les plus jeunes, et à la formation de l'esprit critique, et que cela dicte un certain parti dans la manière dont nous allons aborder les choses. Nous voulons avoir cette dimension pédagogique et didactique, mais avec beaucoup d'intransigeance, et je repense à ce que disait Nathalie tout à l'heure sur la censure, pour montrer malgré tout ce dont on parle. Et c'est pour ça que je vous ai montré ces images aussi tout de suite. C'est pour vous montrer qu'il ne s'agit pas de faire la bibliothèque rose du dessin de presse. Il faut montrer ce que c'est, il faut montrer la diversité de cette réalité, les transgressions de forme, les idées choquantes qu'il peut véhiculer. Et je crois que tout l'enjeu pour nous, c'est de concilier justement cette dimension didactique, pédagogique, démocratique, avec le fait quand même de ne pas tordre complètement l'objet dont nous parlons dans un sens uniquement positif. Donc nous travaillons d'une manière assez classique avec des commissaires scientifiques qui ont fait la sélection des images que vous voyez, donc quelque chose de plus classique que ce qu'a décrit Julia et qui est tout à fait passionnant. Modulo, et j'en terminerai là, le fait que pour évoquer l'attentat du 7 janvier 2015, nous avons commencé à travailler avec un certain nombre de victimes de cet attentat et avec les familles également qui ont été touchées par cet attentat, parce que là, pour le coup, il nous est apparu comme quasiment impossible d'être dans une pure distance historique, dans une pure objectivation historique de ce que nous présentions, eu égard à la violence de cet événement et à son caractère très récent. C'est un événement, j'ose à peine le dire devant Henri, c'est un passé qui ne passe pas, ou en tout cas qui ne passe pas encore, et donc il faut que nous trouvions une manière spécifique de traiter cette question, et nous y travaillons. Alors ce n'est pas du tout le même type de contexte, évidemment, parce que là, ce monde-là n'est pas un monde, le monde du dessin de presse, ce sont des personnes qui ont l'expression, qui ont l'accès aux médias, qui ont le droit à la parole, donc on n'est pas dans des personnes qui sont invisibilisées ou rejetées par la société, comme le décrivait Julia. Mais pour autant, nous envisageons cette participation. Et je termine d'un mot en disant que par rapport à tout ce que nous avons évoqué ce matin, et c'était le sens de la question que posait Henri aussi, je pense, tout à l'heure, nous avons tous entendu ce qui était dit sur la confiance, le lien à créer avec les spectateurs, etc., avec les visiteurs, pardon. Reste cette difficulté de ces images particulières qui ont engendré les attentats. Et la question de savoir comment nous devons les traiter dans le contexte de ce projet est une question qui se pose toujours à nous avec beaucoup d'acuité. Donc merci à toutes et à tous de vos réflexions parce que c'est extrêmement stimulant. Merci. Peut-être, je vais me permettre une première réaction suite à ce que vous avez dit, Philippe. Puisque nous, au Musée mémorial du terrorisme, évidemment, nous allons parler aussi du 7 janvier. Et c'est aussi l'intérêt aussi de travailler ensemble et de faire comme un parcours entre ces institutions.
Et c'est là aussi c'est intéressant sur cette problématique des objets sensibles, puisque les caricatures au sein de la maison du dessin de presse, les caricatures telles que publiées par le Jyllands-Posten puis par Charlie, la maison du dessin de presse auront un sens par rapport à la profession, par rapport à la question de la liberté d'expression. Du côté du musée mémorial du terrorisme, évidemment, il y aura la question de replacer cette attaque contre Charlie parmi d'autres attaques qui sont faites envers d'autres journalistes, par exemple, mais aussi de les replacer dans la séquence de 2015, puisque les attentats le 7 janvier a été suivi du 8 et du 9 janvier, puis de la marche du 11 janvier, et vous faisiez bien ce lien. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ces différentes approches, et je pense que nous n'aurons pas du coup la même focale, y compris sur les objets eux-mêmes des caricatures, puisque aussi, au sein du musée mémorial du terrorisme, la question des caricatures du prophète de Charlie Hebdo, elles seront aussi en écho avec l'évocation de l'assassinat de Samuel Paty. Et donc pour nous, c'est sûr que ces objets sensibles, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu organiser ces journées, je pense, c'est aussi pour retrouver cette collégialité et un semblant d'apaisement sur ces questions, qui sont quand même très difficiles au quotidien à mesurer, même si on s'entoure des victimes, de réflexion, et l'idée d'ouvrir vers d'autres objets pour essayer de trouver les meilleures manières de les donner à voir, de les donner à être comprises aussi, à aussi une diversité la plus grande possible de publics, puisque bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a quand même un grand enjeu, on parlait d'enjeux civiques et démocratiques, il y a quand même un enjeu aussi tourné vers la jeunesse, qui est important pour les deux institutions que nous représentons, mais peut-être aussi, on aura l'occasion d'en reparler pour les autres expériences. Pour finir donc cette première prise de parole, je vais passer la parole à Laurent Védrine, qui est directeur du musée d'Aquitaine, qui est archéologue de formation, formé en histoire et archéologie, qui, avant de prendre la direction du musée d'Aquitaine, était directeur du musée d'histoire de Marseille. Et il va nous parler de ce qui se fait et ce qui va se faire au musée d'Aquitaine et au centre Jean Moulin. Et donc qui va nous parler comment eux, ils envisagent l'exposition de ces objets sensibles et comment ils peuvent aussi les utiliser pour faire rentrer le débat au musée. Merci. Effectivement, je vais vous parler du musée d'Aquitaine et de ces deux expériences très, très rapidement. Et donc, en vous parlant peut-être plus de questions que de réponses apportées, et aussi peut-être aussi, et là c'est très intéressant, je trouve, par rapport à cette table ronde, on a vraiment 3 cas de figure très différents, enfin très différents. En tout cas, un projet qui est un projet temporaire, et là aussi c'est important de parler de ces questions de temporalité. Un projet qui est en devenir, qui est en construction, et le premier projet dont je vais vous parler, on a un retour d'expérience par rapport à des salles qui sont consacrées donc à l'histoire de l'esclavage. Ah, d'accord. Qui sont consacrées à l'histoire de l'esclavage et au XVIIIe siècle. Alors peut-être pour... tu as besoin de la clé ? Ouais, ok. Désolée, les objets sensibles se dérobent à nous. Ils ne voulaient pas être montrés. Excuse-moi. Donc oui, en fait, déjà vous dire que c'est un musée territorial. C'est un musée qui dépend de la ville de Bordeaux. C'est un musée qui a ouvert ses portes en 87, mais avec des collections qui ont été constituées dès le XVIe siècle, avec 3 échelles. Je pense qu'ils sont importantes aussi par rapport aux échanges qu'on a. Une dimension, une échelle locale. Donc on parle de l'histoire de la ville de Bordeaux. Une échelle qui est une échelle régionale. On parle de l'Aquitaine et maintenant de la Nouvelle-Aquitaine, avec des collectes qui sont faites sur près d'une 40aine d'années. Et puis également donc, le rapport de ces 2 territoires
à la fois la ville et le port de Bordeaux, et puis donc le territoire de Nouvelle-Aquitaine, avec un monde beaucoup plus vaste qui traverse en fait l'océan au-delà, avec environ 6000 pièces qui viennent à peu près de tous les continents de la planète et qui sont très liées à l'histoire à la fois portuaire, mais aussi à l'histoire coloniale de Bordeaux. Peut-être aussi par rapport à cette question de la permanence, peut-être une des difficultés aussi par rapport à ce qui a été évoqué depuis ce matin, c'est un petit peu le paradoxe qu'il peut y avoir entre la question de la permanence et la question de l'évolution aussi de nos sociétés, la question des sensibilités, la question des regards, et puis aussi tout simplement la question de l'actualité, donc de la recherche historique, qui fait qu'on devrait pouvoir être réactif, ce qui pour un parcours permanent est toujours beaucoup plus difficile que pour une expo temporaire, voire que pour des éléments dans le cadre d'une programmation culturelle. On le voit, nous, pour pouvoir procéder à des changements dans le cadre de ce parcours permanent, en fait, on a des échelles de temps qui, grosso modo, sont de 4 ou 5 ans. Donc, on fonctionne tranche par tranche. Là, on vient de rouvrir, enfin, de rénover complètement des espaces qui s'appellent Deux Montagnes au Roi Soleil. Donc, il y a 3 semaines. Donc, je me blais pas, mais c'est encore mieux avec des images. Donc, alors, très, très, très rapidement. Donc, le musée installé en plein cœur de la ville de Bordeaux, dans une ancienne université. Et donc, c'est un très vaste bâtiment qui fait presque 3 hectares pour accueillir environ 1 300 000 pièces. Et l'une des explications en fait, de cette richesse en fait, des collections, c'est à la fois donc, 400 ans de collecte et d'agrégation d'une dizaine de musées qui sont regroupés donc, sous cette bannière du musée d'Aquitaine. Des salles d'exposition dans un parcours qui s'appelle 400 000 ans d'histoire, donc avec des salles d'exposition qui sont consacrées au XVIIIe siècle à l'histoire de l'esclavage, qui ont été ouvertes en 2009, donc ça fait 15 ans. Donc c'est vrai que là on a quand même un certain retour d'expérience par rapport à l'ouverture de ces salles qui répondent en fait à une demande très très forte de la part d'un certain nombre d'associations militante, et puis même d'une partie de la population donc, de la ville de Bordeaux qui disait mais en fait cette histoire de l'esclavage, cette histoire de la traite négrière est invisible ou quasiment invisible à Bordeaux et c'est quelque chose qui est tout à fait inadmissible. La réponse politique qui a été apportée donc, par rapport à cette demande de visibilité de cette histoire donc à Bordeaux, c'est de dire il y a un musée d'histoire qui est le musée d'Aquitaine, et ce musée d'histoire donc va travailler à l'ouverture de salles d'exposition consacrées à l'histoire de l'esclavage. Donc c'est un projet qui a été porté par mon prédécesseur qui s'appelle François Hubert, puis un conservateur qui était co-commissaire qui s'appelle Christian Bloch, et qui s'est appuyé donc sur une collection. Donc on avait aussi la chance, la possibilité de pouvoir parler de cette histoire d'esclavage à travers une collection qui s'appelle la collection Châtillon. Donc une collection donc, d'un médecin qui avait donc constitué donc tout un ensemble d'une collection donc avec des tableaux, avec des dessins, avec un certain nombre de pièces, également une bibliothèque. Et cette collection a été donnée à la ville de Bordeaux, donnée au musée d'Aquitaine. Donc il y avait la possibilité de s'appuyer sur cet ensemble pour pouvoir parler de l'histoire de l'esclavage. Parce qu'une des difficultés aussi quand on parle de collections sensibles ou quand on parle d'histoire sensible, c'est à partir de quoi en fait on parle de cette histoire-là. Concernant l'histoire de l'esclavage, je vous l'ai dit, il y a cette collection Châtillon, mais c'est une collection en fait qui est constituée de pièces qui étaient des pièces provenant essentiellement de personnes, de familles donc issues de la bourgeoisie, issues de la noblesse, donc avec un certain niveau social, donc très très éloigné du cœur même en fait du sujet que l'on souhaite présenter, qui est la question en fait des personnes qui ont été esclavées. Je reviendrai également sur les termes. Donc il y a vraiment cette question de la visibilité
dans nos musées, en particulier dans nos musées d'histoire et de société, comment justement arriver à rééquilibrer aussi donc un petit peu la représentation de la diversité de nos sociétés. Et là, on revient aussi à la notion de responsabilité qui a été pas mal évoquée ce matin. Comment on arrive justement avec ces absences aussi dans les collections à parler de cette histoire de manière la plus équilibrée et représentative possible. Donc d'autres espaces consacrés à cette histoire de l'esclavage. Ici, on évoque donc la question du commerce triangulaire. Alors tout à l'heure, quelqu'un évoquait Madame Poli, donc le côté performatif des images. Alors là, vous avez vraiment une image qui est très performative, sauf qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de savoir s'il y a un rapport avec l'esclavage, avec donc cette statuette donc africaine recouverte de chêne. Donc il y a tout un débat. En tout cas, c'est un des éléments, une des images fortes de cet espace d'exposition, et on est en train de retravailler un petit peu le discours par rapport à cette pièce. C'est aussi des espaces qui évoquent la question de la mémoire, et notamment dans notre société contemporaine, de cette histoire de l'esclavage et de cette participation de Bordeaux dans le commerce donc transatlantique, de différentes manières, en fait, avec donc une richesse qui est liée donc à ce qu'on appelle le commerce en droiture, également donc une richesse qui est liée, donc une implication qui est liée à la traite donc négrière et donc au commerce triangulaire, à la fois donc dans l'océan Atlantique, mais aussi dans l'océan Indien, ce qui est une des particularités du commerce négrier donc bordelais. Et puis une troisième implication très forte, c'est qu'à peu près 40% en fait des plantations de Saint-Domingue, qui était vraiment cette île qui a été complètement transformée en monoculture pour la production du sucre. 40% des plantations appartenaient à des Bordelais ou des Aquitains. Donc, ce qui explique aussi cette richesse, cette magnificence donc de la ville de Bordeaux au XVIIIe siècle, donc qui a été saluée, couronnée par l'UNESCO donc avant 2009. Alors, par rapport en fait à ces salles qui ont une quinzaine d'années, donc qui ont accueilli un peu plus de 2 millions de visiteurs. Donc l'idée, c'est de voir justement par rapport à l'évolution des connaissances, par rapport aussi au regard, par rapport à la perception qu'on peut avoir de cette histoire sensible, comment on fait évoluer en fait ces dispositifs. Alors ça peut être par de nouveaux accrochages, de nouvelles acquisitions, comme par exemple ici un portrait présumé d'Isaac Louverture, donc fils de Toussaint Louverture, donc qui a été exilé à Bordeaux, donc avec une acquisition toute récente. Là aussi pour pouvoir montrer donc des éléments qui sont un petit peu nouveaux par rapport à cette histoire du XVIIIe siècle, et aussi inscrire donc la représentation, la visibilité à la fois avec des personnes noires, mais aussi dans une continuité, c'est-à-dire que tout ne s'est pas arrêté donc à la fin du XVIIIe siècle, à l'histoire de la Révolution, tout ne s'est pas arrêté en 1848 avec l'abolition de l'esclavage en France. Il y a eu des continuités, des transformations, certaines permanences, pour arriver jusqu'à notre période, jusqu'au début du XXIe siècle. Ça a été aussi en 2009 une polémique, une attaque contre le musée d'Aquitaine par rapport à un cartel sur les 300 cartels qui sont dans ce parcours-là, par rapport à des termes donc de 2009 qui étaient utilisés sur une appellation qui s'appelle noir et gens de couleur, qui reprenait donc un terme du XVIIIe siècle sur la présence de personnes esclavées, de personnes noires qui pouvaient être également libres, donc sur le territoire de Bordeaux au XVIIIe siècle. Ce cartel a fait l'objet là aussi d'âpres discussions, voire de tribunes collectives dans le monde, de contre-réponses, et aussi donc on va le dire d'un travail collégial qui a été fait donc avec la Fondation de la mémoire de l'esclavage pour pouvoir travailler sur la question des mots pour le dire. Comment aujourd'hui peut-on parler de l'histoire de l'esclavage, d'une histoire sensible, avec un certain nombre d'éléments
qu'on peut peut-être entrer dans une sorte de cahier des charges. J'en retiens 5 en fait éléments. La question véritablement de s'appuyer sur une réalité historique, sur des faits historiques, donc vraiment être accompagné d'un comité scientifique. La question de la compréhension aussi des mots qui est très importante donc pour pouvoir transmettre aussi un discours. Donc il y a des grands débats sémantiques qui ont vraiment du sens, mais où il faut aussi également vraiment essayer de se mettre à la place du public. Après la question c'est comment on se met à la place de ce public et comment on peut justement l'interroger. Par exemple, on utilise de moins en moins le terme esclave. Dans ces parcours, dans ces muséographies, on va utiliser... Certains musées vont utiliser le terme esclavagisé, d'autres vont utiliser le terme réduit en esclavage ou mis en esclavage. Nous, on a choisi un terme qui est le terme esclavé, en fait, qui est dans la langue française et qui date du XVIe siècle et qui, en fait, donc, a été au XIXe siècle a quasiment disparu, mais qui nous semble là aussi avoir tout son sens et toute sa compréhension. Et c'est aussi un terme que l'on va retrouver notamment donc, dans l'océan Indien. Donc en créole, un terme qui est extrêmement clair. Voilà, on a pour l'instant en fait choisi, on n'a pas encore tout à fait tranché, mais en tout cas voilà, on sait qu'il y a ces questions-là en fait sur les termes de vocabulaire. La question de l'incarnation aussi, qui est très importante par rapport à ces sujets, ces histoires sensibles. C'est très bien et c'est très utile d'avoir des grandes flèches qui traversent de part et d'autre l'océan Atlantique pour montrer la traite négrière avec ces déportations, on estime de près de 13 millions de personnes. Mais c'est aussi important de pouvoir incarner, quand on peut, justement l'histoire de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui ont été donc déportés d'Afrique donc, pour pouvoir travailler dans ces plantations, notamment des Caraïbes. Dernier élément, ou avant-dernier élément, la prise en compte des publics, ça aussi, ça a été évoqué. On ne va pas forcément le prendre de la même manière, le percevoir de la même manière en fonction de son parcours, en fonction de sa couleur de peau, en fonction de différents critères. Donc vraiment ne pas, là aussi, considérer que le public, c'est un seul bloc, un seul ensemble, mais essayer de tenir compte un petit peu de cette diversité. Et dernier élément, mais là on est plus dans la question des moyens, c'est essayer véritablement de co-construire justement c'est à la fois ces questions de vocabulaire, mais aussi donc ces questions de muséographie. C'est aussi d'autres éléments, vous le voyez, avec ici, donc pour le 19e siècle, donc une épicerie bordelaise avec de nombreuses images publicitaires qui sont utilisées notamment pour vendre des produits donc, qui viennent de l'Empire colonial ou qui ont été transformés donc, par l'industrie bordelaise. Et donc c'est de se dire par rapport à des objets comme ceci, que fait-on? Est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'au contraire, donc, on les laisse et on explique? Donc le choix a été fait de manière quasi systématique de garder en exposition en fait, l'ensemble de ces objets et d'avoir des cartels en plus des médiateurs qui peuvent être présents pour expliquer, pour contextualiser donc, ces collections qui sont présentées, notamment avec véritablement cette volonté d'utiliser des caricatures à des fins publicitaires, à des fins donc, marchandes, mais aussi caricatures qui n'existaient pas forcément avant 1848, c'est-à-dire qu'après 1848 et après l'abolition de l'esclavage, il a fallu donc induire et inscrire des différences justement par rapport à la population notamment de cet empire colonial. C'est aussi donc, par rapport à la question donc, du travail de co-construction et notamment par rapport à la relation qu'il peut y avoir avec les collections extra-occidentales, le travail qui peut se faire, là aussi, il faut absolument qu'on travaille collectivement et notamment avec des collègues donc, qui travaillent dans des pays d'où proviennent en fait des collections. Par exemple, ici, des collections du Cameroun avec un collègue donc, du Musée national du Cameroun qui est venu dans le cadre d'une résidence culture, justement pour pouvoir apporter ses connaissances, son regard aussi sur ces collections et construire un dialogue. Je reviens au terme aussi qui a été utilisé tout à l'heure,
par rapport à ce patrimoine, notamment patrimoine africain. C'est des dispositifs aussi de médiation, avec notamment des parcours concernant les différentes formes de discrimination, et notamment la discrimination raciale, des mails pédagogiques consacrés à l'histoire de l'esclavage, là aussi pour des écoles qui ne peuvent pas forcément venir donc au musée et pour pouvoir diffuser en fait ces informations ici pour un public du secondaire. La relation aussi par rapport, et ça c'est important, sur ces questions mémorielles avec l'espace public. Parce que ce qui peut se passer dans un musée est une chose, ce qui se passe dans l'espace public en est une autre. Et je dirais que c'est là où c'est peut-être le plus complexe. Donc on a évoqué tout à l'heure, ce matin, Madame Baker a évoqué la question de Colson, de la statue de Colson donc à Bristol, qui a été déboulonnée et qui aujourd'hui se retrouve dans un musée. Alors à la ville de Bordeaux, c'est un petit peu le processus est un petit peu différent. On n'a pas forcément vraiment de statue qui pose problème, mais c'est plutôt l'érection de statues justement pour rendre visible cette histoire de l'esclavage dans l'espace public. Ici, avec donc un buste de Toussaint Louverture, donc sur les bords de Garonne. Ou ici, plus récemment, depuis 2019, une statue donc d'Al Poessi, Modeste Testa. Et l'idée, en tout cas l'objectif, c'est d'arriver à faire le lien entre la visibilité sur l'espace public et ce qui se passe donc dans les murs de nos musées. Ça peut se passer aussi par rapport à des plaques de rue explicatives. Là aussi, la volonté a été non pas de supprimer des noms de personnes qui ont participé donc, au commerce des personnes esclavées, mais plutôt de donner des explications. Et donc le musée d'Aquitaine en fait récupère dans ses collections les anciennes plaques de rue, par exemple la rue Colbert, la rue d'Ess. Donc vous voyez la nouvelle plaque qui vont être donc installées, exposées donc dans notre parcours pour parler aussi des débats aujourd'hui, des enjeux de mémoire donc dans ce début du XXIe siècle. Autre projet avec une autre mémoire très importante, qui est la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire de la Shoah, donc avec le Centre national Jean Moulin qui est placé sous la houlette du musée d'Aquitaine, avec la volonté là, de s'inscrire aussi dans les 80 ans, la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec aussi une volonté politique aujourd'hui de rouvrir ce musée qui est fermé maintenant depuis 7 ans. Donc avec ici une première exposition qui est prévue pour les 80 ans donc, de la libération de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là aussi pouvoir travailler sur une préfiguration après cette exposition qui a eu lieu en 2022 sur un consul qui a sauvé près de 30 000 personnes donc en juin 1940 à Bordeaux, dont de très nombreux juifs, de pouvoir donc travailler sur une exposition qui sera présentée l'année prochaine, qui va s'appeler Le Monde d'après, donc pour pouvoir parler de la période 44-54, donc une période qui est souvent moins évoquée dans les musées donc, de la résistance, de la déportation, dans les mémoriaux, mais qui est une période absolument essentielle donc, pour parler en fait, de cette période qui est un petit peu entre deux blocs, la question de la Seconde Guerre mondiale et la question des 30 Glorieuses, et pour pouvoir aussi parler des résonances contemporaines de cette histoire-là. Et pour arriver justement à nourrir en fait, cette réflexion, à nourrir ce discours, c'est important d'avoir un cap, donc avec notamment un projet scientifique et culturel, même si il y a des ouvertures donc avec d'autres acteurs, d'autres participants. Mais la programmation culturelle est absolument essentielle justement pour pouvoir être à la fois réactif par rapport aux évolutions de l'actualité historique, par rapport aussi aux évolutions de la société et pour pouvoir nourrir encore une fois cette réflexion pour travailler sur un parcours permanent d'exposition. Merci beaucoup. Alors pour souligner quelques points communs que j'ai entendus parler, et notamment là j'étais particulièrement intéressée par cette statuette que vous disiez, l'image forte mais dont vous vous posiez la question du rapport direct avec l'esclavage, parce que j'ai quand même aussi beaucoup entendu dans l'ensemble de vos présentations l'importance de l'histoire en fait et du savoir historique sur ces données. J'ai entendu parler de la question des moyens quand même, qui est une question importante, du temps, de la mise en place de ces éléments et des moyens pour que l'institution construise sa réponse et puis qu'elle s'adapte aussi au fur et à mesure.
Et puis peut-être, je voudrais, pour commencer la mise en discussion, je voudrais quand même revenir sur cette question des termes, qui touche peut-être moins la maison du dessin de presse, mais qui est aussi, qui me semble à la fois importante pour les salles consacrées à l'esclavage et pour Barvalo, notamment parce que j'étais assez intéressée par le fait que Barvalo, le sous-titre en fait, est une accumulation de termes. Et puis moi-même, en ayant à traduire la vidéo et en voyant, je me suis posé cette question de la définition de ces termes, et on avait parlé de cette question de des 15 experts qui avaient des horizons très différents et comment ils s'appropriaient ces termes, et du point d'arrivée en fait auquel vous étiez arrivé, et peut-être reparler aussi des questions de ce choix. Vous avez parlé du choix du mot esclavé, de comment on fait pour rendre compte du débat en cours en fait sur le fait que le musée propose un discours et un mot, mais que lui-même est en train de construire sa position par rapport au mot. C'est moi qui commence, c'est ça ? Comme vous voulez. D'accord, bon, je commence. Parce que tu as beaucoup parlé, c'est à mon tour. Donc pour nous, le terme Romani, en fait, il n'allait pas de soi, parce qu'il ne va pas du tout de soi pour les différentes populations qui sont d'origine romanie, ou qu'on range sur le terme de Romani, par exemple, les voyageurs, que nous, on appelle administrativement gens du voyage en France. Il y en a à peu près 80% qui ne sont pas d'origine romanie. Donc, en fait, le souci, c'est qu'il y a eu, au cours des siècles, un amalgame qui a fait qu'on a rangé comme appartenant à un peuple plein de gens d'origines diverses. Donc, c'est déjà un premier handicap et aussi un premier préjugé dont il faut s'extirper. Et puis, au sein du monde militant européen, le mot Romani, il n'est pas du tout complètement accepté. Le terme Rome, il est poussé en avant auprès du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne par justement les Roms des pays de l'Est qui ont une tradition de militantisme et d'engagement politique qui est beaucoup plus forte que celle qu'on peut trouver par exemple en Europe de l'Ouest. En France, le terme tzigane, il est complètement encore accepté, mais si vous allez en Allemagne, on ne peut plus utiliser ce mot qui est associé aussi au génocide. Bref, il fallait trouver un mot commun, et ça a commencé par « OK, on n'a pas de mot commun », donc on a une longue litanie de noms de population, comme ce qui est dans le titre. Cela étant, on a quand même opté, après de nombreuses discussions avec notre groupe d'experts et d'expertes, et encore une fois, nos experts et expertes, ils ont bien conscience, comme nous, que c'est à chaque fois le point de vue d'une personne. Ils ne sont pas là pour parler au nom de quelqu'un ou au nom d'un groupe. Donc, en tout cas, au sein de nos 19 co-commissaires, au final, on s'est dit Romani, c'est quand même le terme qui sera le plus accepté par nos experts français, qui, eux, récusent Rome, et qui est, de manière générale, utilisé quand même par beaucoup de mouvements militants. Les militants gitans d'Espagne, ils utilisent beaucoup aussi le terme Romani. Donc voilà, on a fait consensus autour de ce nom, et peut-être que, à force de parler du mot Romani, on aura peut-être un consensus. Et pour rebondir sur ce que tu disais, sur quel terme on utilise aussi dans nos textes, dans la manière dont on fait une médiation, là aussi, on a été super attentifs dans l'exposition à pas continuer à propager de l'antiziganisme par notamment les titres des œuvres, qui pour les œuvres anciennes contiennent des termes offensants, enfin qui en tout cas sont jugés offensants par certains membres des communautés. Donc à chaque fois, on avait un trigger warning à l'entrée de l'expo qui disait on utilise d'abord le terme Romani comme terme parapluie, pour telle et telle raison que je viens de vous expliquer, mais on l'a fait beaucoup plus rapidement que ce que je viens de faire juste là. Et puis on a mis des guillemets partout où il y avait des termes qui étaient jugés offensants par respect pour les personnes qui pourraient être choquées de voir ces termes-là. Mais quand ce sont des termes, des titres d'œuvres anciennement appelés soit par leur auteur, soit par tradition ainsi, on les a gardés, mais donc en mettant ces guillemets pour bien manifester le fait que ce sont des appellations datées qui sont problématiques. Donc comment on s'est débrouillé avec ces histoires d'appellations ? Oui, en fait, tous les 2 ans, on accueille notamment un colloque qui s'appelle les Rencontres Atlantiques. On parle de thématiques sur ces questions liées à l'histoire de l'esclavage, et on travaille avec un laboratoire qui s'appelle le CIRESC,
sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'on a vu là aussi entre 2009 et l'usage de certains termes qu'utilisés et aujourd'hui, donc des termes en fait qui peuvent véritablement poser problème, soit qui sont ambigus, soit qui peuvent être mal perçus. Après, il faut faire attention aussi à éviter l'effet inverse, c'est-à-dire, parce que parfois on peut aussi nous le reprocher, en disant n'euphémisez pas aussi cette histoire absolument terrible de l'esclavage. Donc je trouve qu'une exposition qui a quand même pas mal permis de clarifier les choses, c'est l'exposition Modèle Noir. Là aussi, avec véritablement une sorte sans mauvais jeu de mots, de modélisation aussi de la manière de parler en fait de cette histoire. Donc c'est vrai qu'on s'est pas mal nourri de ces réflexions, on s'est pas mal nourri aussi de ces réflexions collectives. Donc avec la FME, avec cet atelier là, je crois on était près de 150 personnes en fait, donc pour débattre un petit peu de ces questions, savoir aussi ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est important quand on parle d'une histoire comme celle-ci. Il faut vraiment sortir des limites et des frontières de la France. Alors, c'est vrai qu'on est pas mal inspiré, notamment par rapport à ce qui se passe donc dans le monde anglo-saxon, avec notamment le terme enslaved, mais qui n'a pas d'équivalent donc dans la langue française directement. Et puis aussi, bien sûr, il faut voir aussi un peu ce qui se passe aux Antilles. Nous, on travaille beaucoup avec des collègues de l'océan Indien et notamment de l'île Maurice, qui ont un projet de musée intercontinental de l'esclavage. Donc tout ça nous a permis de pouvoir proposer en fait un terme qui nous semble assez accessible, compréhensible, qui a du sens. Mais peut-être que demain, ce terme aussi sera remis en cause. Il faut aussi qu'on le teste, il faut qu'on expérimente. Encore une fois, c'est toute la difficulté de travailler sur du permanent et que ce permanent, en fait, on est dans une société qui évolue. Donc comment on arrive aussi à essayer d'être le plus raccord possible avec ces différentes réflexions et aussi avec l'actualité historique. Et encore une fois, on est moins réactif sur du permanent. Donc comment on arrive là aussi à disposer de tout un arsenal pour pouvoir être à la fois réactif. Ça peut être la programmation culturelle, ça peut être la dimension pédagogique, ça peut être aussi tout ce qui est lié au réseau, et notamment aux réseaux internationaux. Donc voilà, il y a différentes possibilités, différents outils qui sont à notre disposition. Juste un mot là-dessus. Évidemment, le sujet se pose en des termes beaucoup moins aigus pour la Maison du Dessin de Presse. Juste pour faire sourire, après ma première intervention, aller sur un terrain un peu plus léger. Ce qui est assez amusant, c'est que depuis le début de ce projet, il y a un débat sur l'appellation en fait, du lieu. Parce que c'est vrai que le dessin de presse, en fait, c'est une catégorie immense. J'en ai montré quelques-uns tout à l'heure, mais il y a évidemment beaucoup de typologies possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que certains voudraient ajouter à ce terme de dessin de presse la maison du dessin de presse et de l'humour. Parce que l'humour, c'est bienséant, c'est quelque chose qui peut être peut-être plus acceptable. Et on voit bien que l'arrière-plan, c'est de tirer un petit peu plutôt les images du côté du dessin de mœurs, de société, donc pardon pour la référence uniquement française, mais on dirait du dessin de Sampé, voilà, donc des choses qui sont tout à fait passionnantes, mais voilà, qui sont plus douces. Et au contraire, il y a une autre frange qui voudrait qu'on parle de maison du dessin de presse et de la caricature, pour bien montrer qu'on est dans cette dimension transgressive, parce que la caricature, par essence, elle est dans le terrain de la transgression, parce qu'elle déforme, parce qu'elle avilit, elle ridiculise, et donc il y a cette volonté chez d'autres d'insister. Donc pour l'instant, on est resté à dessin de presse tout court, avec beaucoup de courage. Voilà. Cette question des noms d'institutions sur les sujets sensibles est assez forte, puisque nous aussi, au Musée mémorial du terrorisme, la question du nom se pose. Donc, j'allais aller vers le rééquilibrage et la responsabilité, mais vous avez en partie répondu à ce que j'allais poser. Alors, on va peut-être ouvrir les questions à la salle, puisque nous avons une riche après-midi et que... Est-ce que vous dormez? Sinon, moi, j'ai plein de questions. Je pense qu'ils sont là. Ah oui, il y a Émilie qui est partie avec le micro. Après que je sois partie avec il y avait
Il y avait une question, ouais, là et là. Alors moi, j'ai une question sur esclaver, parce que je suis tellement curieuse, je suis allée voir sur Internet tout de suite pendant que vous en parliez. Et ce terme, il est nommé, enfin, quand on cherche sur Internet, on nous dit qu'il n'existe pas dans les dictionnaires classiques. Et par contre... Pas croire tout ce que dit Internet. Alors par contre, il existe dans le Wikissionnaire, qui est ce dictionnaire wiki qui prend les mots en train d'exister. Mais là où il y a encore quelque chose de tout à fait passionnant, c'est que sur Wikissionnaire, on nous dit... déjà, on ne nous dit pas si c'est un adjectif ou un nom. C'est une question que je vous pose aussi. Est-ce que c'est un adjectif qualificatif ou un nom? C'est un verbe. Au départ, c'est un verbe. Et c'est un verbe. Alors, pour esclaver, on nous dit homme ou garçon rendu esclave et asservi par un maître. Donc là, en plus, on a quelque chose qui vient du côté du genre. Il n'y a pas de femme. C'est tout à fait passionnant, me semble-t-il. C'est un terme, donc on le retrouve dans d'anciens dictionnaires. Hein. Donc moi, j'ai consulté plusieurs dictionnaires, notamment 19e et 18e siècle. Après, apparemment, la première mention, et ça, alors c'est tout à fait un hasard, mais ça tombe très bien à Bordeaux, c'est Montaigne. Voilà. Merci. Merci Montaigne. Merci Montaigne, mais pas merci Wiktionnaire. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Il y a quelques années, il y avait une expo sur les Indiennes au musée d'histoire de Neuchâtel où il y avait eu beaucoup de prêteurs, de mécénats, etc. Et ils avaient fait une salle sur l'esclavage en fait, et les liens entre esclavage et production d'indiennes, avec les noms de familles, avec les registres en fait, et une liste des différents exploitants. Et en fait, c'était les noms de toutes les grandes familles de Neuchâtel et des mécènes et prêteurs de l'expo qui ont vite décidé de ne plus prêter ou mécéner et qui en ont été très fâchés. Est-ce que c'est arrivé à Bordeaux Bon, moi, j'étais pas encore en poste quand l'espace a été créé. Comme je vous disais, l'essentiel en fait de la collection, c'est la collection Châtillon, donc qui a été donnée à la ville de Bordeaux. Il y a quelques pièces qui ont été données ou qui ont été déposées. Donc, si elles ont été données ou déposées, donc il n'y a pas eu de soucis particuliers. Après, je pense effectivement qu'il reste des choses dans les familles qu'on n'a pas forcément. Tout le monde n'a pas envie forcément de voir son nom de famille, donc associé à une exposition consacrée à l'histoire de l'esclavage. Pour rebondir sur Neuchâtel, maintenant, dans l'espace urbain, la ville a pris des mesures pour manifester cette histoire de l'esclavage. Et donc, il y a un parcours qui est téléchargeable et qui accompagne, qui permet de contextualiser les sculptures et notamment, parfois, certaines sculptures d'anciens héros de l'esclavage sont associées à des créations contemporaines qui permettent de challenger aussi cette histoire et de la remettre en contexte et aussi en perspective. Donc, peut-être que les familles ont retiré leur prêt, mais maintenant, ils sont vraiment pointés du doigt dans l'espace public neuchâtelois. Après, je pense aussi que dans les cas français, en tout cas, on parlait du soutien politique, et je pense que ce que vous disiez, que ce soit sur Bordeaux, sur les projets de la Maison du dessin de presse ou nous, au Musée mémorial du terrorisme, la question, elle est aussi là, c'est s'il y a un soutien public, et aussi avec une demande publique, et c'est peut-être aussi ça, donc ça, on l'a un peu évoqué pour la Maison du dessin de presse, pour Bordeaux, que c'était une demande aussi des associations, voilà, que c'était une demande que cette histoire soit répercutée. Puis Barvalo aussi, alors peut-être pas d'association, et c'est peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé dans le processus. Non, on n'avait que 15 minutes. Mais aussi sur le travail qui a été de ta part, Julia, d'aller chercher aussi les interlocuteurs qui ont fait partie du co-commissariat et ensuite des experts, parce qu'en fait, il y a aussi tout un tas d'acteurs potentiellement intéressés à être représentés, mais qui ne vont pas naturellement taper à la porte du musée. Oui, alors, on veut vraiment rentrer dans la généalogie du projet. Vous avez combien de temps devant vous ?
Bon, je vais essayer de faire ça rapidement. À l'origine du projet, on était sur un modèle habituel au MUCEM, à savoir un co-commissariat extérieur qui était celui de Jonas Steinberg, qui était arrivé avec l'idée de l'expo, et puis un commissariat interne au musée avec donc un conservateur ou une conservatrice, en l'occurrence moi. Et puis assez vite avec Jonas, on s'est dit qu'on ne pouvait pas être les seuls gadgets à parler, à tenir un discours sur les populations romanies, et qu'il fallait qu'on étende finalement le commissariat le plus possible. Mais en même temps, trouver un co-commissaire rome, juste parce qu'il est rome, c'était débile. Il fallait qu'on trouve voilà, quelqu'un qui ait la casquette curateur d'exposition. Et donc pendant 2 ans, on a fait, enfin c'est surtout moi, le tour des associations. Alors l'idée c'était qu'on trouve des personnes au niveau local, donc marseillais, au niveau national français, puis au niveau européen. Donc on a rencontré plein de gens et plein de personnes super chouettes. Alors évidemment, comme on partait sur une idée vraiment de co-création, et puis qu'on avait bien conscience que créer du commun, ça serait pas facile. Ça a aussi un peu fonctionné par affinité. Quand on rencontrait des gens avec qui on disait bon bah là ça va matcher, voilà, on proposait d'entrer dans ce co-commissariat qui à la base était plutôt vu comme un conseil scientifique. Et puis un jour on est tombé sur l'ERIAC qui venait de se créer, qui a été créé par le Conseil de l'Europe et l'Open Society Foundation. Et qui en fait a l'habitude de faire des expositions. Si vous allez à Venise depuis plusieurs années, il y a un pavillon Rome, c'est l'ERIAC qui fait ce pavillon à quasi chaque biennale. Donc là, du coup, on avait enfin trouvé la compétence qui nous manquait, mais on n'allait pas dire à tous nos experts bah merci, c'est sympa d'avoir travaillé avec nous, rentrez chez vous. Non, au contraire. Puis pour nous, c'était hyper important de ne pas avoir aussi qu'une vision élitiste du monde romani, parce que l'ERIAC, voilà, je dis, c'est Biennale de Venise. Donc nous, on voulait aussi avoir un regard plus grassroots, comme on dit, quoi, en français, pour avoir différentes perceptions, différentes visions de ce que c'est que d'être d'origine romani aujourd'hui en France et puis en Europe. J'ai répondu à ta question ? Tant mieux. Ça donnait un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour, j'aurais une question sur les outils numériques pour savoir si c'est des réflexions que vous menez sur vos projets respectifs et si ces outils numériques peuvent aider à déployer des discours différents, plus contextualisés sur les objets sensibles. Outils numériques au sens de outils en salle, outils embarqués. La question est large, j'en conviens. Non, mais d'accord. Je pensais aux outils en salle, mais on a aussi beaucoup parlé réseaux sociaux ce matin, ce qui me semble une dimension intéressante aussi. Bon, alors, face à l'enthousiasme général. Non, c'est effectivement une question qu'on se pose dans le cadre de la conception du parcours permanent de la maison du dessin de presse. Pour nous, l'idée fondamentale, compte tenu de la genèse de ce projet, du contexte dans lequel il naît, que j'expliquais tout à l'heure, l'idée, c'est quand même autant que possible de privilégier une médiation humaine, une médiation incarnée dans ce lieu. Alors ça pose effectivement, comme Julia le disait, je crois tout à l'heure, et ça a été dit à plusieurs reprises depuis ce matin par Ourte aussi tout à l'heure, la question des moyens, parce qu'en fait avoir des médiateurs humains, en particulier dans un parcours permanent, ça veut dire que derrière il y a des personnes qu'il faut arriver à rémunérer, donc c'est pas facile. Et pour autant, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est très important dans un lieu comme ça de privilégier l'humain, précisément à cause, je dirais, de la sensibilité particulière des objets qui sont présentés, et aussi du fait qu'on veut refléter l'idée selon laquelle ce parcours permanent est un lieu, un espace du débat démocratique, un des espaces en fait dans notre société où ce débat démocratique contradictoire, avec sa dimension de provocation, de violence, peut avoir lieu, mais où tout doit se résoudre finalement par le dialogue et par une point de sortie où tout le monde n'est pas forcément d'accord avec l'autre, mais où en tout cas on s'est écouté, où on s'est parlé. Donc pour nous, cette question du numérique,
elle a évidemment sa raison d'être, et pour toutes les raisons qu'on envisage aujourd'hui dans les institutions culturelles, on en fera, on utilisera ces dispositifs-là, mais on a l'ambition, en tout cas, à ce stade de notre réflexion, de garder, je dirais, à ces outils un caractère complémentaire. Par exemple, pour des visiteurs qui veulent aller plus loin, qui veulent visiter par eux-mêmes, qui ne veulent pas recourir à la médiation. On ne va pas non plus obliger, ça a été dit beaucoup à plusieurs reprises aussi depuis ce matin, on ne va pas obliger les visiteurs à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, donc peut-être qu'ils n'ont pas envie d'avoir un médiateur. Et donc dans ce cas-là, en effet, effectivement, ces outils comme complément à la visite, ou aux outils qui seront accessibles à tous, au texte de salle, au cartel, etc., on pourra les utiliser dans cette perspective-là. Mais en tout cas, nous, à ce stade, c'est plutôt comme un complément que comme l'objet central des dispositifs muséographiques et donc de médiation que nous envisageons. Moi, quelque chose à dire ? Non, on utilise des outils numériques, mais aujourd'hui, en fait, il y a comment dire, une réflexion à l'échelle du musée, puis même beaucoup plus globalement à l'échelle de notre collectivité sur la question de la sobriété numérique. Donc, on nous enjoint assez fortement à bien réfléchir avant sur l'usage qu'on veut donner à ces dispositifs numériques et sur leur impact écologique. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, c'est vraiment voir quelle est la valeur ajoutée que peut apporter le numérique par rapport donc à des collections, par rapport à d'autres dispositifs de médiation. Alors il y en a un qu'on expérimente en ce moment, c'est donc une salle d'exposition virtuelle pour des classes en fait. Donc on a nos espaces qui sont consacrés au XVIIIe siècle et à l'esclavage, donc qui sont en 3D. Et on peut en fait utiliser notamment quand on est aux Antilles, quand on est à tel ou tel endroit, donc avec un médiateur, la présence d'un médiateur du musée, donc pouvoir avoir une visite et une médiation en fait de ces espaces-là. Voilà, ça c'est une piste que je trouve plutôt assez intéressante et qui, semble-t-il, a des bons retours, notamment de la part des enseignants. Et pour répondre du côté musée mémorial du terrorisme, il y a une réflexion qui est développée pour... alors oui, un peu dans la même idée de complémentarité, mais il y a certains endroits, et notamment nous, il y a un point important qui est une base de données qui répertorie les attentats, qui est très importante puisque nous allons traiter du terrorisme contemporain des années 70 jusqu'à nos jours, avec l'ensemble des victimes mortes sur le sol français, mais aussi des victimes à l'étranger. C'est évidemment un ensemble d'événements qui ne pourront pas forcément être représentés chacun dans le reste du parcours du musée. Donc il y a une importance de cette base de données numérique pour que, quelque part, chacun des événements soit présent au sein du musée. Après, c'est une vraie question qui se pose sur quel est l'apport, et puis vraiment sur, de la même manière, la question des usages du public, et j'allais dire au moment de la visite, pour une visite qui, face à des objets sensibles, va être chargée. Et comment on fait pour que cet outil numérique qui apporte de l'information vienne au bon moment, et que ce soit au moment où le visiteur est en capacité de vouloir le consulter et de même d'avoir la capacité de réflexion et de concentration pour les consulter. Donc ça fait partie aussi des questionnements dans ce cadre-là, et je trouve que dans la problématique des objets sensibles, c'est aussi une chose à prendre en compte, c'est la capacité cognitive face à l'émotion et à la sensibilité. Est-ce qu'on peut tout de suite ajouter de la connaissance délivrée de cette manière-là ? Et côté MUSEM, jusqu'à récemment, les outils numériques, c'était essentiellement utilisé dans les parcours enfants. Donc on filait des tablettes là, aux enfants, aux familles. Et je dirais jusqu'à récemment parce qu'on a rouvert un parcours permanent en décembre dernier, ce qui est censé montrer les chefs-d'œuvre des collections du MUSEM. Et il y a un espace numérique qui a isolé 7 objets qui font partie des recherches de terrain qui ont été menées ces dernières années par le MUSEM.
et qui, alors on n'a pas encore testé le retour public pour savoir comment c'est perçu. Donc en gros, vous êtes dans une espèce de demi-cercle avec un petit casque, vous vous approchez d'un fléchage lumineux, vous mettez sur un cercle et là ça démarre une histoire sur une des parties de cet écran à 180 degrés. Quasi 360 d'ailleurs, hein. Mais il y a une partie où il n'y a rien. Et en fait, moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est extrêmement maladroit et pour des questions d'objets sensibles, il y a un objet moi, qui me hérisse le poil parce que ça télescope en fait différentes volontés, différents discours qui sont menés sur les objets. Donc en gros, le parti qui a été pris, c'est celui de présenter ces objets immergés. Donc ils sont au fond de la Méditerranée, enfin ce que je pense être la Méditerranée, et ça fait des petites bulles, ça fait blou blou blou, et puis quand on arrive sur un objet, il grossit, il apparaît, il tombe, on voit qu'il descend dans la mer, etc. Sauf que parmi ces objets, il y a des bottes de migrants qui traversent les Alpes, des bottes utilisées, enfin que des associations donnent à des migrants qui passent les Alpes. Et donc, moi, je trouve ça super problématique d'avoir mis au fond de l'eau des bottes de migrants. Mais c'est une maladresse, en fait. C'était pas sciemment pour dire « ouais, c'est là qu'est leur place », mais pas du tout. Mais c'est juste une maladresse parce qu'il y a télescopage entre, d'un côté, les personnes qui vont écrire ce parcours virtuel, ce parcours numérique, et d'autre part, les personnes qui ont aussi des connaissances sur ces objets et qui pourraient dire c'est un peu limite quand même. Puis il faut aussi pas se voiler la face. On est sur la question des moyens. C'est une expo qui a été montée en un an, moins d'un an, donc on ne pouvait pas être partout. Ça vous dites, ouais, bon, ok, un an, ça va. Il faut savoir que chez nous, c'est en minimum 3 ans. Barvalo, on a mis 7 ans. Donc voilà, quand on est sur du matériau sensible, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il faut, comme le disait en fait Laurent tout à l'heure, il faut qu'on prenne notre temps aussi. Ce n'est pas juste parce qu'on n'a pas de moyens, mais il faut aussi qu'on prenne le temps de la réflexion. Et là, clairement, pour moi, ces bottes de migrants immergées dans un dispositif numérique manque de temps et du coup d'analyse sur ce qu'on donnait à voir dans ce parcours permanent. Dites pas que j'ai dit ça. Ils vont me renvoyer. Ils vont dire « Toi, t'es blacklisté du USM, rends ta carte, ton badge et tout. » Il y a d'autres questions Ah oui, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une petite question rapide pour Monsieur Barba. Je me demandais, en fait, parce que je suis assez peu familière de la genèse du projet de la Maison du dessin de presse, si ça avait été envisagé d'en faire un musée, justement, avec des collections, parce que je sais que c'est une question qui s'est posée aussi pour le musée mémorial du terrorisme. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est une perspective qui a été écartée assez rapidement en fait dans ce projet, pour être très factuel. Après l'annonce par le président de la République dans ses vœux à la presse de janvier 2020 de ce projet, il y a eu un rapport qui a été confié à quelqu'un qui s'appelle Vincent Bonadet, qui avait travaillé d'ailleurs avec un groupe de dessinateurs de presse qui travaille toujours aujourd'hui avec nous sur le projet. Et cette question avait été posée et avait été écartée en fait. Alors, il y a un argument assez simple, c'est qu'on revient encore à la question des moyens, mais là pour le coup je crois que c'est quand même une assez bonne allocation des moyens. C'est que la mission de conservation des dessins de presse, elle est déjà exercée par d'autres institutions publiques, à commencer par la Bibliothèque nationale de France, qui au sein des départements des estampes et de la photographie a même un conservateur, ça a été une conservatrice pendant longtemps, maintenant c'est un conservateur, qui est précisément spécialisé dans cette question et qui s'occupe, c'est un poste qui a été créé en 2010, d'ailleurs à la suite d'un rapport qui avait été confié à Georges Wolinski, de la collecte auprès des dessinatrices et des dessinateurs de presse de leur œuvre. Et puis il y a d'autres lieux de collecte, ça se fait beaucoup dans des musées aussi, dans des services d'archives départementales. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, l'idée, c'était de ne pas créer un lieu supplémentaire sur une offre qui existe déjà. D'autant que, par ailleurs, on est dans un espace qui sera relativement restreint. Et là, on revient encore et toujours à la question des moyens. C'est aussi, évidemment, pas pareil d'avoir à gérer ou de ne pas avoir à gérer une collection, même petite, parce que en termes de coûts de fonctionnement et puis de compétences aussi à réunir au sein de l'institution, c'est pas la même chose. Donc en fait, c'est pour ça que ça a été écarté. Alors, c'est pas toujours facile de faire une exposition permanente et des expositions temporaires parce qu'on veut en faire aussi sans collection, mais on va essayer en tout cas de surmonter cette difficulté. Il y avait une autre main levée. Oui.
Merci. Oui, j'avais une question par rapport à l'exposition du MUSEM et aux experts qui ont fait partie du commissariat. Vous avez parlé de plusieurs associations. La plupart des représentants d'associations sont bénévoles. J'imagine que 17 webinaires, ça représente quand même un temps assez conséquent. Est-ce qu'ils ont été rémunérés ou pas? Et comment est-ce que vous avez géré cette différence entre des professionnels de musée ou des universitaires qui sont rémunérés et des bénévoles qui le font sur leur temps personnel? Marie-Sylvie Poli peut témoigner de la manière dont on a essayé de résoudre cette équation. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence. Bravo. En fait, on s'est assez vite posé la question parce qu'on s'est rendu compte qu'on a estimé qu'on leur avait demandé environ une journée de travail par mois pendant 4 ans. Et qu'effectivement, entre ceux qui étaient universitaires, qui donc considéraient que ça faisait partie de leur job, mais ceux qui étaient forains et qui donc, quand ils travaillaient avec nous, ils n'étaient pas sur les marchés, en fait, c'était absolument inégal et vous ne pouvez pas dire « ouais, mais ils sont militants, alors ok ». Donc du coup, on s'est posé la question de comment on peut faire pour les rémunérer, pour reconnaître leur expertise. Alors au début, quand on en a parlé, alors je n'étais pas toute seule sur le coup, il se trouve qu'au moment où on s'est posé ces questions, il y avait une autre exposition collaborative qui était en train de se monter au MUSEM, qui était celle HIV-Sida, l'épidémie n'est pas finie, et qui était sur ce même principe collaboratif et qui était portée au MUSEM par Florent Moll. Et il se trouve qu'on était coloc, enfin de bureau en tout cas, et du coup on s'est dit, mais en fait on ne peut pas ne pas rémunérer ces personnes qui travaillent avec nous, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a été en parler à notre hiérarchie, et notre hiérarchie nous a dit « Ah ouais, non, mais c'est pas dans les habitudes du musée de rémunérer les gens qui travaillent avec eux, donc déjà on les défraie quand ils viennent, on peut pas aller au-delà. » On s'est dit « Oh bah quand même !» Ce qui fait qu'on a eu l'idée de monter un questionnaire international pour savoir ce que faisaient nos collègues en France et ailleurs dans le monde dans ce type d'exposition collaborative, surtout quand elles impliquaient des participants issus de communautés qui sont aussi des personnes en situation de vulnérabilité. Donc voilà. Parce que l'idée, c'était qu'on ait des billes pour montrer que c'était important de rémunérer ça. Sachant que c'était... Enfin, c'est pas pour nous plaindre, mais en fait, vous êtes de futurs professionnels de musée. Sachez que vous êtes corvéables à merci, vous allez trimer comme des galériens. Et que du coup, c'était un travail qui n'était pas non plus dans nos cordes. On n'est pas chercheurs non plus avec Florent. Donc... c'est un travail supplémentaire qu'on a dû faire et qui montrait qu'en fait, en France, on n'avait pas trop l'habitude de rémunérer les participants à de tels projets d'exposition, mais que ça se faisait régulièrement dans plein d'autres pays, en Europe et dans le monde, et que du coup, voilà, ça serait bien de s'aligner. Donc on est arrivé avec ces résultats, et on nous a dit « Ah ouais, ok, super intéressant, est-ce que vous pourriez nous donner des contrats type pour qu'on voit à quoi ça ressemble ?» Ok, des contrats... D'accord, donc on a été faire des entretiens précis avec les personnes qui nous avaient répondu qu'elles avaient des grilles de contrat, mais le problème c'est que c'était les conservateurs qui nous répondaient, et c'était pas eux qui avaient fait les contrats, c'était les collègues du département juridique. Donc au bout d'un moment, on a lâché l'affaire en se disant, de toute façon c'était la fin, Florent il avait fini son expo, elle était ouverte, c'était terminé, nous on était quasiment sur la fin, donc on a trouvé un truc pour Barvalo, qui a été finalement de rémunérer, mais de manière détournée, pas pour l'implication dans le commissariat, mais en achetant des œuvres directement soit aux artistes, soit aux forains qui étaient avec nous et qui nous... Voilà, on a fait une enquête de terrain centrée sur justement le métier forain en particulier, donc pour leur acheter des œuvres, évidemment à un prix plus élevé que s'ils les vendaient sur le marché. On a aussi, par le biais de l'enquête collecte, et c'était une première au musée, d'habitude... on mandate des anthropologues de formation pour aller sur le terrain. Là, on s'est dit, en fait, toujours dans cette idée d'expertise située, de savoir situer, que nos experts et expertes avaient aussi cette capacité. Ok, ils n'ont pas une formation d'anthropologue, mais ils ont aussi des connaissances, et puis surtout, ils ont des connexions que nous, ou même certains anthropologues, n'ont pas. Donc, on a rémunéré un rapport. Donc l'écriture d'un rapport. Alors évidemment, vous direz, bah ouais, mais enfin bon, l'écriture, c'est pas évident pour tout le monde. Dans ces cas-là, en fait, c'était Françoise d'Allemagne et moi qui rédigions les rapports en discussion avec les experts qui étaient allés sur le terrain, mais c'est eux qui récupéraient la somme de 700 € qui était allouée pour ces rapports. Donc en fait, on a passé tout notre temps à être Spider-Man, toile, et à faire de la gymnastique pour essayer de pallier ces problèmes structurels en fait, qui sont internes aux institutions. Les musées ne sont pas paramétrés pour faire des projets de ce type, malheureusement, même si...
on nous incite à en faire de plus en plus. Et du coup, voilà, donc on a bidouillé, voilà, il n'y a pas d'autre mot, bidouillé, pour arriver à ce que le travail soit éthique et qu'on ne soit pas dans une exploitation, encore une fois, toujours des mêmes personnes qui, sous prétexte qu'elles viennent là parce qu'elles ont un combat à mener, du coup, c'est gratos, quoi. Gratuit, enfin, ça ne serait pas rémunéré. Voilà. Sur cette question-là, je sais que le Louvre-Lens a fait une expérience récemment. Ils ont réussi à rémunérer quelques personnes, mais je crois que c'était en lien avec la mission locale. Enfin, voilà, mais sinon, c'est des questions qui se posent beaucoup dans les musées en France. La question du bénévolat ou pas. Oui, tout à l'heure je parlais de Marie-Sylvie parce qu'en fait, on a publié un petit article dans Culture et Musée et c'est Marie-Sylvie qui nous a relu et qui nous a corrigé, qui nous a dit ça c'est bien, ça pourrait être mieux, etc. Donc merci Marie-Sylvie. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? On parle de moi. Une question pour Philippe Barba. Vous avez dit tout de suite, c'est un projet politique. Et redit. Et puis, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des journalistes qui travaillent avec vous. Certains journalistes peuvent être d'accord avec la présidence de la République en ce moment, ne pas être d'accord. Les choses vont passer, vont bouger. Comment vous percevez ce travail avec les journalistes, leur position politique, la dimension politique de ce travail de collaboration avec eux? C'est une excellente question. Alors, peut-être deux choses. D'abord, c'est pas une manière de faire une forme de pirouette, mais je dirais que c'est de la politique au sens de la politique, on pourrait dire avec un grand P, ou au sens de la politique dans la cité. C'est-à-dire que il n'y avait pas, je pense, dans la prise de position du président de la République pour soutenir ce projet, une volonté partisane en quelque sorte, mais plutôt la volonté de mettre en avant une conception de la démocratie qui peut faire elle-même objet de débat. Hein, on a vu, et je tiens beaucoup à cette idée, il ne faut pas adoucir ce qu'est le dessin de presse. Un dessin de presse, c'est quelqu'un qui fait un dessin dans la presse. Donc ce quelqu'un, il peut avoir toutes sortes d'idées contestables pour moi en tant qu'individu ou pour vous, et ça c'est normal, mais aussi parfois des idées extrêmement choquantes. Toujours cette incise, on parle beaucoup je fais une petite incise là-dessus, on parle beaucoup en ce moment évidemment des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a un livre de Jean-Pierre Chrétien qui s'appelle les médias du génocide. Et dans ce livre, il y a notamment un certain nombre de dessins de presse qui sont parus dans la presse du Hutu Power en 1994, donc quelques mois, quelques semaines avant le génocide, quelques années. Ce sont des dessins qui sont terribles. Donc il faut vraiment montrer cette matière dans toute sa dureté, parfois ne pas la nier. Mais bon, voilà, donc l'idée, c'est quand même de dire on est dans un projet qui correspond à une certaine conception de la démocratie qui est largement partagée, on pourrait dire, sur l'échiquier politique dans un pays démocratique. Je pense que même dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les extrêmes, il y a peu de gens qui s'afficheraient comme étant contre un tel projet. En fait, personne n'énoncera cela de cette manière. Et du coup, ça m'amène à répondre à la deuxième partie de votre question. Donc effectivement, nous, on a choisi de confier la conception et le choix des œuvres du parcours permanent du dessin de presse, de la maison du dessin de presse, j'en ai projeté 5 tout à l'heure, à des spécialistes, à des universitaires, une conservatrice, un conservateur et deux universitaires spécialistes du dessin de presse. J'ai exposé les raisons pour lesquelles on avait pris ce parti. Et parallèlement, nous avons un conseil d'orientation avec notamment des dessinatrices et des dessinateurs de presse. Je dirais presque curieusement, mais c'est intéressant, ces dessinatrices et dessinateurs de presse qui sont à peu près de toute sensibilité. Bon, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot, c'est une profession qui est plutôt à gauche, il faut quand même le dire. Mais il n'y a pas que des dessinateurs de gauche non plus. Il n'y a pas dans ce groupe de dessinateurs qui représenterait ce qu'on appelle l'extrême droite ou la droite radicale, mais enfin, il y a un panel assez large.
Bon, d'abord, je pense que tous ces gens voient quand même l'intérêt de ce projet, malgré tout, pour leur profession, ce que ça peut représenter aussi après l'attentat du 7 janvier 2015, qui a été un traumatisme et qui l'est toujours. C'est quelque chose de terrible pour ces personnes. Et souvent, ce sont des gens très légers, etc., mais au détour d'une phrase, les personnes qui ont été assassinées le 7 janvier, beaucoup d'entre eux les connaissaient, y compris des gens jeunes, de générations différentes, mais ils avaient débuté dans la profession avec eux. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose qui est très présent. Et en fait, ce qui est très intéressant et ce qui est assez rassurant d'ailleurs pour le progrès, je ne sais pas s'il faut être aussi, je ne sais pas, kantien ou hegelien, mais le progrès de la raison dans l'histoire, c'est que ils n'ont plus peur de l'État, les dessinatrices et les dessinateurs aujourd'hui. Ils considèrent que l'État est un État qui est devenu raisonnable, démocratique, et que ses limites sont celles du droit. On y reviendra, Vincent en parlera beaucoup demain, j'imagine. On va revenir sur cette question du droit qui a été évoquée à plusieurs reprises, mais je crois que pour les dessinatrices et dessinateurs de presse, ils savent que ça se passe devant le juge, ça se passe devant la 17e chambre. Alors, éventuellement, on l'a évoqué ce matin avec le cas de Myriam Kam devant le juge administratif dans le cadre d'un référé liberté, mais voilà, ils n'ont plus très peur, en fait, d'un État qui viendrait intervenir dans leurs affaires, etc. Ce dont ils ont peur, et alors ça c'est assez intéressant aussi, y compris ceux qui peuvent dessiner dans des journaux qu'on pourrait qualifier d'opinion libérale au sens économique du terme, hein, pas au sens anglo-saxon, mais bien au sens économique. Donc, c'est la pression du secteur privé. Ça oui, par contre. Et on a abordé à plusieurs reprises dans les discussions qu'on a eues avec eux en conseil d'orientation la question du mécénat, qu'on posait comme ça, hein, sans arrière-pensée particulière, mais juste pour tester un peu le sujet. Et là, on a une grande réticence là-dessus. Sur le mode, on va se mettre entre les mains de gens qui vont faire peser leurs propres intérêts dans les choix qui seront les choix de programmation, de présentation de ce lieu. Et donc ça, effectivement, c'est assez intéressant de voir que aujourd'hui, la crainte, elle est plutôt à ce niveau-là. Et je pense, j'en termine là-dessus, que ça rejoint tous les débats aujourd'hui généraux qu'il y a sur la presse, sur les médias, sur les problèmes de concentration, etc., ou y compris des dessinateurs qui vont être dans des journaux comme ça, qui vont travailler avec des journaux de ce type-là. Alors, c'est peut-être parce qu'ils savent de quoi ils parlent, ils disent « attention ». Donc voilà, je n'augure pas de ce que pourrait être le devenir politique de la France. De toute façon, je n'augure pas de ce que pourrait être le devenir politique du monde en général, y compris du monde démocratique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est, encore une fois, moi, en tant que fonctionnaire de l'État depuis 35 ans, ça m'a plutôt, non, 33 ans, ça m'a plutôt rassuré. C'est plutôt cette idée que non, maintenant l'État ne se mêle plus de tout ça et qu'il est plutôt un protecteur, en fait, dans ces circonstances. Merci à tous pour vos questions qui ouvrent vers la journée de demain. Donc nous vous donnons rendez-vous demain à 9h30 à l'École du Louvre à l'amphithéâtre Michel-Ange pour continuer nos débats. Merci beaucoup.